30 ans. Cette femme a passé 30 ans avec mon frère, et elle a utilisé chaque seconde comme une batterie qui se vide lentement, aspirant juste assez de lui chaque jour pour qu'il ne remarque jamais à quel point il devenait vide. Je m'appelle Benoît Durand. Je suis un ancien surveillant pénitentiaire de 58 ans à la retraite vivant à Lyon, et j'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à observer des êtres humains dans des environnements contrôlés. Je sais à quoi ressemble une personne en cage. Je connais cette immobilité spécifique qui se développe chez quelqu'un qui a cessé d'attendre quoi que ce soit de différent de sa situation. Je l'ai reconnu chez mon frère Damien 3 ans après son mariage avec Sylvie. Je ne savais simplement pas quoi faire jusqu'à la nuit où il m'a appelé d'un parking de zone commerciale à 2 heures du matin, tremblant si fort que je pouvais l'entendre au téléphone. Mercredi 3 septembre, 2h14 du matin. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet. Pascal n'a pas bougé. Elle dort comme dorment les gens justes, c'est-à-dire profondément et sans culpabilité. J'ai saisi le téléphone, vu le nom de Damien, et j'étais déjà assis avant la première sonnerie. Terminé. Damien. Respiration. Puis, Benoît. Un mot. La voix de mon frère, et quelque chose dans ce seul mot que je n'avais pas entendu depuis que nous avions 9 ans et qu'il était tombé du toit du garage sans savoir s'il était blessé ou non. Où es-tu? Parking de l'aire de repos. Près de l'autoroute. Il est 2 heures du matin. Je sais. Je ne pouvais tout simplement pas rentrer chez moi. Il y a eu cette histoire avec la partie de pêche et il s'est arrêté. A recommencer. Benoît. Je lui ai demandé. Je lui ai demandé si je pouvais aller pêcher avec le cousin de Gégé le week-end prochain. Un week-end. Je n'ai pas été à la pêche depuis 4 ans. 4 ans. J'ai attendu. Elle a dit non. Elle a dit qu'elle avait besoin que le garage soit réorganisé avant que les merciers ne viennent le mois prochain. Benoît, les merciers ne viennent pas avant octobre. Je peux aller à la pêche et ranger le garage et il me restera encore 3 semaines. Je lui ai dit ça. Tu sais ce qu'elle a fait? Dis-moi. Elle n'a pas crié. Elle ne s'est pas disputée. Elle m'a juste regardé et elle a dit, je pensais que tu tenais à cette famille, puis elle a quitté la pièce. Une pause. Je suis assis dans ce parking depuis 1 heure parce que je ne sais pas comment retourner là-dedans. J'ai regardé le plafond. La main de Pascal a trouvé mon bras dans son sommeil. Elle a un radar, cette femme. Et j'ai posé ma main sur la sienne 1 seconde. Damien. Reste au téléphone. Dis-moi tout. Il a parlé pendant 91 minutes. Je le sais parce que j'ai vérifié mon journal d'appel le lendemain matin, et 91 minutes me donnaient toujours l'impression qu'il avait à peine effleuré la surface. La promotion dans son cabinet d'ingénierie, celle d'il y a 12 ans qui les aurait fait déménager à Nantes. Damien la voulait, il l'avait pratiquement acceptée dans sa tête. Sylvie a appelé son supérieur directement et a décliné en son nom. Elle a dit à cet homme que Damien avait décidé que le moment n'était pas propice pour la famille. Damien l'a appris par son patron 2 semaines plus tard. L'explication de Sylvie, je nous protégeais. Le compte d'épargne. Au nom de Sylvie uniquement. Toujours. Le salaire de Damien y était déposé directement. Damien recevait de l'argent de poche. Il a utilisé ce mot, argent de poche, et j'ai dû physiquement m'empêcher de dire quelque chose. Pour l'essence et le déjeuner. Marc Lefebvre, le meilleur ami de Damien depuis l'université. Cet homme était son témoin à leur mariage. Sylvie a décidé, il y a environ 8 ans, que Marc était irresponsable et qu'il avait une mauvaise influence. Parce que Marc avait traversé un divorce, et ce genre de pensée est contagieux. Damien n'avait pas parlé à Marc depuis 7 ans. Thibaut et Manon. Ses propres enfants. De bons gamins, tous les deux, mais élevés dans une maison où ils regardaient leur père demander la permission d'exister. Thibaut avait 26 ans et pensait toujours que c'était ainsi que fonctionnaient les mariages. Manon s'était installée à Montpellier il y a 2 ans et appelait son père quand elle savait que Sylvie n'était pas à la maison. Je me suis assis dans le noir de ma chambre à Lyon et j'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Pas de la colère. Pas encore. Quelque chose de plus calme. Le sentiment d'une décision qui se forme. Damien. J'ai dit quand il a enfin manqué de mots, traverse la ville. Prends une chambre à l'hôtel de la gare à l'entrée de Bordeaux. Je connais le gérant là-bas. Je vais appeler. Benoît.
Je ne peux pas juste, tu es déjà dans un parking à 2 heures du matin. Tu es déjà parti pour la nuit que tu l'aies voulu ou non. Va à l'hôtel. J'arrive à Bordeaux. Une longue pause. Tu n'es pas obligé. Je sais que je ne suis pas obligé. Je le veux. J'ai balancé mes jambes hors du lit. Ça fait environ 25 ans que j'en ai envie, frérot. C'est juste que c'est enfin le bon moment. Pascal était réveillée quand j'ai raccroché. Elle n'a pas prétendu le contraire. C'est grave à ce point, a-t-elle demandé. Grave. J'ai allumé la lampe. Je vais à Bordeaux. Elle s'est assise, m'a regardé de la façon dont elle me regarde depuis 32 ans, avec assurance, lucidité, ayant déjà 3 coups d'avance. L'échange. L'échange. Elle a hoché la tête lentement. Nous en avions parlé. Pas sérieusement, pas comme un vrai plan, juste une de ces conversations que les couples mariés ont lorsqu'ils sont frustrés par quelque chose qu'ils ne peuvent pas réparer. Et si tu y allais, la phrase n'avait jamais été terminée jusqu'à présent. Combien de temps? Une semaine. Peut-être 10 jours. Elle a tendu le bras et a pris son téléphone. Je vais appeler l'école et reporter tes remplacements. Pascal enseigne en CM1. Elle a géré chaque chose compliquée dans nos vies avec le même calme qu'elle utilise pour expliquer les fractions. C'est l'une des raisons pour lesquelles je l'aime déraisonnablement. Tu vas devoir t'entraîner pour son écriture. Il fait toujours ce truc avec ses chiffres 7. Je sais. Nous sommes identiques, Pascal. Pas des inconnus. Tu n'as pas été dans la même pièce que Sylvie depuis 4 ans. Elle va chercher le moindre détail qui cloche. Elle m'a lancé ce regard. Entraîne-toi pour les 7, Benoît. Je me suis entraîné pour les 7. Je suis arrivé à Bordeaux le vendredi matin 5 septembre. Damien était dans la chambre 114 de l'hôtel de la gare. Une bonne chambre. Vue sur la cour. Le genre d'endroit confortable sans être impressionnant. Il ressemblait à un homme qui avait dormi pour la première fois depuis des années et qui n'avait pas encore tout à fait compris ce qu'il ressentait à ce sujet. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre à la petite table près de la fenêtre, et j'ai étudié son visage. Le même visage que je regarde depuis avant que je puisse m'en souvenir. La même mâchoire, les mêmes yeux, la même légère asymétrie sur le côté gauche qui n'a d'importance que pour nous. 58 ans de la même information génétique divergeant en 2 expériences totalement différentes. Damien m'a regardé de la même façon. C'est étrange, a-t-il dit. C'est toujours étrange. Nous sommes jumeaux. Non. Je veux dire, il a fait un geste entre nous. Tu ressembles à ce que je pense que je devrais être. Est-ce que ça a du sens? Cela avait tout son sens. Et c'est ce qui a scellé ma décision, là, à cette table. Plus que tout ce qu'il avait dit au téléphone. Voici ce qui va se passer, j'ai dit. Tu vas tout me dire. Les horaires, les routines, ce qu'elle prépare pour le dîner du lundi au dimanche. Ce que vous regardez les soirs de semaine. Ce que tu conduis pour aller au travail, quel itinéraire tu prends, à quelle heure on t'attend à la maison. Ses habitudes, ses déclencheurs, ses signes révélateurs. Tout. Benoît, elle va s'en rendre compte. Peut-être. Finalement. J'ai pris la tasse de café. Mais je te promets qu'elle passera les jours précédant sa découverte plus confuse qu'elle ne l'a jamais été en 30 ans de gestion de ta vie. Et cette confusion va être éducative pour tout le monde. Damien est resté silencieux un instant. Puis, la plus petite chose, le coin de sa bouche a bougé. Elle a réorganisé le garage au printemps dernier. Il n'y a rien à y faire. Je sais. Elle a inventé ça. Je sais, Damien. Il a regardé par la fenêtre. La Garonne coulait lentement et grise dans la matinée de septembre. Elle a dit à mon patron que je ne voulais pas de cette promotion. Je sais. Tu me l'as dit. Je voulais cette promotion, Benoît. Je sais que tu la voulais. Il s'est tourné de nouveau vers moi. Et pour la première fois depuis mon arrivée, il ressemblait à mon frère au lieu d'un homme que je connaissais autrefois. Ne fais pas exploser ma maison. Je ne vais pas faire exploser ta maison. J'ai posé la tasse. Je vais juste lui rappeler quel est ton son. Nous avons passé tout le vendredi et le samedi dans cette chambre d'hôtel. Damien a parlé. J'ai pris des notes. Vraiment pris des notes.
Un bloc-notes jaune, parce que Pascal avait raison pour les détails. L'emploi du temps de Sylvie. Sa commande de café le matin. La façon spécifique dont Damien remplissait le lave-vaisselle, qu'elle avait corrigé suffisamment de fois pour que ce soit maintenant une mémoire musculaire pour lui. Les voisins à éviter. Ceux qui étaient vraiment les gens de Damien. La façon dont Sylvie parlait du travail d'ingénieur de Damien comme de ses petits projets. Damien le disait si neutralement que je pense qu'il ne le remarquait même plus. Moi, je l'ai remarqué. Dimanche matin 7 septembre, Damien a pris un autocar Flixbus pour Lyon. Pascal l'attendait à la gare. Elle avait accepté de l'héberger, de le nourrir et de le tenir éloigné de son téléphone, sauf en cas d'urgence. Ses mots pour lui à la porte, tels qu'ils m'ont été rapportés plus tard, ont été « Entre. Mange quelque chose de vrai. Ton frère s'occupe de tout. » Dimanche après-midi, j'ai conduit la voiture de Damien, une berline grise raisonnable qui avait déjà la station de radio préférée de Sylvie programmée, et je suis entré dans le quartier chic de Bordeaux. Je me suis garé dans l'allée de Damien, je suis resté assis une seconde. 30 ans qu'elle dirigeait cet homme. 10 jours, me suis-je dit. 10 jours d'une version différente du même visage. Voyons ce que fait Sylvie Durand quand la machine ne fonctionne plus. Je suis sorti de la voiture et je suis entré dans la maison de mon frère. Sylvie était dans la cuisine. Dîner du dimanche, un rôti de bœuf, dont Damien avait mentionné que c'était son plat signature, celui qu'elle préparait quand elle voulait que la maison donne l'impression que tout allait bien. Elle a levé les yeux quand je suis entré. Tu es en retard. Bouchon sur le pont de pierre. J'ai posé les clés de Damien sur le crochet près de la porte. Crochet de droite, Damien avait précisé. Toujours le crochet de droite. Et j'ai marché vers la cuisine comme si je l'avais fait 10 000 fois. Parce que Damien l'avait fait. 10 000 fois au moins. Les Mercier ont confirmé pour le 15 octobre, a dit Sylvie, sans lever les yeux de la cuisinière. J'ai dit que nous dînerions ici. J'ai besoin que tu regardes le garage cette semaine. L'étagère sur le côté gauche est branlante depuis des mois. J'y jetterai un œil, j'ai dit. De plus, ta mère a appelé. Je la rappellerai. Elle a appelé 2 fois. Je me suis tourné, j'ai regardé Sylvie directement. Elle faisait toujours face à la cuisinière. Calme, composée, la posture spécifique d'une femme qui s'attend à ce que ses paroles portent sans avoir besoin d'un contact visuel pour les imposer. 25 ans à observer les gens dans des institutions m'ont appris quelque chose. Les gens qui contrôlent les autres les regardent rarement lorsqu'ils donnent des instructions. Le contact visuel implique une négociation. Les instructions ne se négocient pas. Je la rappellerai, Sylvie, j'ai dit, sur le même ton, sans agressivité. Elle n'a pas répondu, ce qui signifiait que c'était d'accord. Je ne le savais pas encore, mais cet échange exact, si petit, si routinier, allait lui sembler complètement différent d'ici mercredi. Le dîner a été calme. Thibaut est passé. Il habite à 12 minutes, travaille dans une agence de publicité en centre-ville, et a mangé avec nous. Il m'a regardé une fois, par-dessus le rôti, avec une expression que je ne pouvais pas totalement déchiffrer. Pas méfiante, quelque chose de plus attentif que cela. Je l'ai noté dans un coin de ma tête. Après le départ de Thibaut, une fois la vaisselle terminée, je l'ai faite sans qu'on me le demande, ce qui apparemment n'était pas l'habitude de Damien. Parce que Sylvie m'observait depuis le seuil de la porte avec une expression comme si elle vérifiait si la marche était cassée. Je me suis assis dans le salon et j'ai regardé les informations du soir. Sylvie est entrée à 21h, s'est assise dans son fauteuil, a pris son livre. 10 minutes ont passé. Tu es silencieux ce soir, a-t-elle dit. Longue semaine, j'ai dit. Un bon silence, cependant. Elle a tourné une page. Mouais. J'ai regardé la télévision. Un bon silence, cependant. Damien m'avait dit qu'elle détestait cette expression, qu'il l'avait utilisée une fois, il y a des années, et qu'elle lui avait dit que le silence n'est jamais bon. Cela signifie simplement que quelque chose est évité. J'ai attendu. 30 secondes. Qu'est-ce que ça veut dire, un bon silence? Ça veut dire que je suis à l'aise. Je n'ai pas quitté la télé des yeux. Ça veut dire que la maison semble bien. Elle ne semble pas toujours bien. Une pause assez longue pour y garer une voiture. Le rôti était bon, a-t-elle fini par dire. Ouais, j'ai dit.
Il l'était. Je suis allé me coucher à 22h30, je me suis allongé dans le lit de Damien, dans la chambre de Damien, et j'ai regardé le plafond. Il dort dans cette pièce depuis 30 ans. Le même plafond, un homme différent de celui qu'il était au début. Plus pour longtemps. Lundi 8 septembre, 6h45 du matin. Je préparais le café quand Sylvie est descendue en peignoir. Déjà opérationnelle, déjà dans le mode que j'en étais venu à considérer comme la posture de gestion. Menton levé, épaule droite, le visage du briefing du matin. Les Henderson viennent samedi, a-t-elle dit, en sortant sa tasse du placard. J'ai besoin que tu confirmes le menu avec Sandra Henderson. Elle a ce truc avec le lactose maintenant, et déplace ton rendez-vous avec Thibaut à dimanche. De plus, assure-toi que ta voiture soit sortie de l'allée avant 10h. Sandra fait toujours des commentaires sur les voitures. J'ai versé mon café, je me suis retourné. Non. Sylvie s'est arrêtée, pas figée. Arrêtée, de la façon dont une machine s'arrête quand on débranche la prise. Tout ce qui était en mouvement a cessé. Quoi? Le rendez-vous avec Thibaut reste là où il est. Ma voiture est très bien dans l'allée. J'ai pris ma tasse. Appelle Sandra toi-même pour l'histoire du lactose. Tu es meilleur que moi pour les détails diététiques de toute façon. Le silence qui a suivi était la chose la plus bruyante que j'ai entendue depuis mon départ de Lyon. Le visage de Sylvie a fait quelque chose que son visage n'était pas habitué à faire. Il a cherché, a fait défiler les réponses comme on fait défiler un menu à la recherche de quelque chose qui correspond à la situation, et n'a rien trouvé. Damien. Très mesuré. Je te demande juste je sais ce que tu demandes. Toujours calme. Toujours chaleureux, même. Pas froid. Je n'étais pas froid. Ce n'était pas le but. Le but était simplement qu'il y avait un homme dans sa cuisine qui pensait ce qu'il disait. Je suis d'accord pour tout sauf ces 3 choses. Ces 3 choses, je te les rends. Elle a quitté la cuisine sans finir son café. Je ne le savais pas encore, mais elle allait directement vers son téléphone, et la personne qu'elle a appelée allait devenir très importante avant la fin de la semaine. Le nom du lundi a envoyé des ondes de choc. Lundi soir, je les ai sentis. Sylvie était agréable au dîner, spécifiquement, délibérément, chirurgicalement agréable. Le genre d'amabilité conçu pour vous faire sentir le poids de l'alternative. Tu vois comme ça peut être agréable quand tu coopères. Damien avait décrit exactement ce mode. Il l'appelait l'alerte météo favorable. Un ciel ensoleillé juste avant qu'elle ait besoin de quelque chose. Je pensais, a-t-elle dit, en passant la salade, que nous pourrions repeindre le bureau avant que les Mercier ne viennent. Le bureau est très bien. Il était très bien il y a 3 ans. Il a l'air démodé maintenant. Je l'aime bien. Visage agréable. Persistant. Je pense juste que ce serait sympa. Alors parlons-en après le départ des Mercier et voyons s'il le remarque seulement. J'ai pris la salade. Inutile de peindre pour des invités qui pourraient s'en moquer. Elle a posé le saladier avec un peu plus de précision que nécessaire. C'est ça, j'ai pensé. Continue, Sylvie. Mercredi 10 septembre. Manon a appelé dans l'après-midi. La fille cadette de Damien, 23 ans, appelant de Montpellier. Elle a appelé sur le téléphone fixe de la maison, ce qui, j'avais noté, était son habitude. Elle évitait le portable de Sylvie autant que possible. Salut papa. Sa voix était enjouée, mais aux aguets. L'éclat spécifique d'un enfant qui a appris à prendre la température émotionnelle avant d'entrer dans une pièce. Salut ma puce. Comment ça va à Montpellier? Bien. Vraiment bien. Dis. Est-ce que tu vas bien? Tu as l'air différent. Oh, elle est perspicace. Différent comment? Je ne sais pas. Plus, une pause. Papa, est-ce que tu as vraiment dit non à maman pour quelque chose? J'ai souri face au mur. Pourquoi tu demandes ça? Parce qu'elle m'a appelé lundi et a dit que tu étais difficile. Et je n'ai jamais, papa, je ne l'ai jamais entendu utiliser ce mot pour toi. Elle utilise ce mot pour Thibaut quand il résiste. Elle ne l'utilise jamais pour toi. Les choses changent, j'ai dit avec précaution. Papa, plus doucement maintenant. Est-ce que tout va bien? Enfin, est-ce que toi tu vas bien?
Elle mérite la vérité. Pas encore. Mais elle mérite de savoir quelque chose de réel. Je suis au mieux de ma forme depuis longtemps, Manon. Je te le promets. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi en ce moment. Une pause. Elle analysait la situation. D'accord, a-t-elle dit lentement. Je te crois. Bien. Viens nous voir bientôt. Apporte ton appétit. Je cuisine samedi. Tu cuisines. Une autre pause. D'accord. Ouais. Je viendrai samedi. J'ai raccroché et je suis resté dans la cuisine de Damien un instant. Elle sait que quelque chose est différent. Elle ne sait juste pas quoi. Et le fait que son premier instinct ait été l'inquiétude, pas l'irritation, pas la suspicion, cela me dit tout sur le genre de fille que Damien a élevé, même de l'intérieur d'une maison sous contrôle. J'ai envoyé un SMS à Gégé à Lyon. Qu'est-ce que tu penses d'un trajet jusqu'à Bordeaux samedi? Gégé a répondu en 4 secondes. Est-ce que je vais pouvoir te voir faire le truc? Ouais. Départ vendredi soir. Quelle heure? Jeudi 11 septembre. Sylvie a appelé Odette. Je le sais parce que Thibaut me l'a dit. Il est passé le jeudi soir lors de ce que je commençais à comprendre comme des visites de plus en plus fréquentes. Il était passé lundi aussi, et encore mercredi pendant 20 minutes. Chaque fois, il m'observait avec cette expression prudente et indéchiffrable du dîner de dimanche. Jeudi, il est resté 1 heure. Nous nous sommes assis sur la terrasse arrière de Damien, une soirée de septembre qui se rafraîchissait, le quartier faisant son truc tranquille autour de nous. Elle a appelé mamie Odette, a dit Thibaut, ce n'était pas une question. Ah bon? Elle a dit que tu traversais quelque chose, et que mamie devrait probablement vérifier. Il a gratté l'étiquette de sa bouteille. Mamie Odette m'a appelé après, m'a demandé si papa semblait aller bien. Qu'est-ce que tu lui as dit? Il m'a regardé de côté. Encore cette expression, prudente, précise, se situant quelque part entre une question et une affirmation. Je lui ai dit que papa semblait en pleine forme, a-t-il dit. Le mieux que j'ai vu depuis des années, honnêtement. Nous sommes restés silencieux un moment. Oncle Benoît, a dit Thibaut doucement. Je n'ai pas répondu. J'ai compris lundi soir. Il l'a dit platement, sans drame. Tu tiens ta tasse de café différemment. Papa la tient à 2 mains. Toi tu la tiens par l'anse. Je t'observe depuis 3 jours. La tasse de café. Pascal l'aurait remarqué. J'aurais dû le remarquer. J'ai regardé mon neveu, 26 ans. Le visage de son père, l'assurance de son père, mais quelque chose dans ses yeux que Damien avait passé 30 ans à perdre. Depuis combien de temps sais-tu que ton père avait besoin que quelque chose change? J'ai demandé. Il a regardé le jardin. Longtemps. Depuis que j'ai environ 12 ans, a-t-il dit. Quand elle lui a dit qu'il n'avait plus le droit d'entraîner mon équipe de foot parce que ça entrait en conflit avec son cercle de lecture. J'ai posé ma tasse de café. À 2 mains. Il a entraîné un match, a dit Thibaut. Je m'en souviens. Il était bon. Il riait. Il a fait une pause. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai vu mon père rire sans vérifier d'abord si c'était permis. Le jardin était calme. Le quartier était calme. Quelque chose dans ma poitrine qui était tendue depuis l'appel sur le parking mercredi s'est desserré d'environ 2 tours complets. Thibaut. Je me suis tourné pour le regarder directement. J'ai besoin que tu ne dises rien à ta mère. Pas encore. Peux-tu faire ça? Il m'a regardé en retour. Les yeux de son père. Oncle Benoît. Je ne dis pas les choses à ma mère depuis que j'ai 12 ans. Je pense que je peux gérer encore quelques jours. Vendredi 12 septembre. Sylvie a sorti le silence. Pas le calme de la conversation, larmes. Le silence atmosphérique spécifique et chargé que Damien avait décrit comme son outil le plus lourd. Le genre qui remplit une maison comme la météo. Où chaque pièce dans laquelle vous entrez a la pression de quelque chose de non résolu qui appuie sur le plafond. J'ai travaillé dans le milieu carcéral. J'ai travaillé avec des gens qui utilisaient le silence comme une arme pendant 20 ans et qui l'avaient perfectionné comme une forme d'art. Je me suis assis en face d'hommes qui n'avaient pas parlé pendant 3 jours pour montrer leur pouvoir. J'ai préparé le café, préparé le petit déjeuner,
laissé la portion de Sylvie sur le comptoir sous une assiette, je suis allé dans le bureau de Damien et j'ai travaillé sur les mots croisés que j'avais apportés de Lyon. À 11 heures du matin, Sylvie est apparue sur le seuil. Je ne comprends pas ce qui t'arrive. J'ai levé les yeux des mots croisés. Patient. Pas pressé. Que veux-tu dire? Tu es différent depuis dimanche. Tu ne me parles pas. Reformulé. Sylvie Durand n'était pas une femme qui montrait facilement sa confusion, mais ce qu'il y avait sur son visage en ce moment s'en rapprochait le plus possible. J'ai l'impression que tu te fiches de ce dont j'ai besoin en ce moment. J'entends bien, j'ai dit en posant les mots croisés. De quoi as-tu besoin? J'ai besoin que elle s'est interrompue. Le cadre était prêt. Elle était entrée ici avec son plan chargé, mais quelque chose dans la question directe semblait interrompre le mécanisme de livraison. J'ai besoin que les choses semblent normales. Je trouve que les choses semblent plutôt normales, j'ai dit. J'ai fait le petit déjeuner. J'ai vérifié les étagères du garage, j'ai réparé le côté gauche. Au fait, ce n'était que 2 vis desserrées. J'ai été juste ici toute la matinée. Ce n'est pas ce que je veux dire. Alors aide-moi à comprendre ce que tu veux dire, Sylvie. Spécifiquement. Le spécifiquement a touché une corde sensible. Je pouvais le voir. Elle m'a regardé pendant un long moment et pour la première fois depuis dimanche, peut-être pour la première fois depuis très longtemps, j'ai vu quelque chose derrière la posture de gestion. Pas de la douceur, exactement. Quelque chose qui ressemblait davantage au contour d'une personne qui avait opéré selon une stratégie particulière pendant si longtemps que se voir demander de la nommer à haute voix devant quelqu'un qui n'allait pas sourciller était une expérience véritablement nouvelle. Elle a quitté le seuil de la porte sans répondre. Je ne le savais pas encore, mais elle allait appeler Odette une fois de plus. Et cette fois, Odette allait dire quelque chose qui changerait entièrement le week-end. La meilleure chose à propos du fait d'être jumeau n'est pas ce que les gens pensent. Ce n'est pas finir les phrases de l'autre ou ressentir la douleur à distance. C'est plus simple que cela. C'est que quelque part dans le monde, il y a une personne qui connaît votre visage depuis plus longtemps que quiconque. Plus longtemps que vos parents. Plus longtemps que votre femme. Et quand cette personne se présente à un moment qui compte, quelque chose en vous qui était crispé depuis longtemps peut enfin expirer. Samedi 13 septembre. Gégé est arrivé à 9 heures du matin dans sa camionnette avec une glacière de boissons, un sac de chips et l'énergie d'un homme qui avait attendu toute sa vie exactement cette situation. Sylvie a ouvert la porte. Gégé, a-t-elle dit. Le nom seul portait toute une plainte déposée. Sylvie. Gégé, Dieu le bénisse, n'a jamais de sa vie reconnu un sous-entendu. Belle matinée, n'est-ce pas? J'ai apporté à boire. Damien est là. Elle a regardé derrière lui la camionnette, la glacière, la présence générale de Gégé dans l'univers. Il est dans la cuisine. Il est passé devant elle comme un homme qui avait franchi des portes toute sa vie sans vérifier si elles étaient ouvertes. Dans la cuisine, Gégé a posé la glacière, m'a regardé et a fait preuve d'un acte de discipline extraordinaire. Il a tenu bon sans la moindre faille dans la façade. Salut, a-t-il dit, comme si nous avions fait cela 100 fois. Salut, Gégé. Je lui ai tendu un café. Content que tu sois venu. Je ne manquerai ça pour rien au monde, a-t-il dit. Et la façon dont il l'a dit contenait assez d'humour peint sans rire pour alimenter une toute autre histoire. Manon est arrivée à 11 heures. Elle est entrée, m'a serré dans ses bras. Je l'ai laissé m'embrasser. La fille de Damien avec le sentiment spécifique et prudent de quelque chose d'emprunté et de précieux. Puis elle m'a tenu à bout de bras. Tu as bonne mine, papa. Elle m'a regardé un instant de plus qu'une fille ne regarde un père à qui elle parle toutes les semaines. Puis quelque chose s'est apaisé sur son visage et elle a laissé couler. Et elle est allée se verser un café. Elle sait, j'ai pensé. Ou elle n'est pas loin de savoir. Mais elle choisit de laisser les choses être ce qu'elles sont. Marc Lefebvre est arrivé à midi. Je l'avais appelé mercredi en me faisant passer pour Damien. Voix stable, mot prudent. Marc. C'est Damien. Je sais que ça fait trop longtemps. Beaucoup trop longtemps. J'invite du monde samedi. J'aimerais vraiment que tu viennes. Un silence à l'autre bout si long que j'ai cru que la communication avait coupé. Puis Marc, très doucement, Damien. Ouais. Je serai là.
59 ans, Marc Lefebvre. Plus imposant que sur les photos que Damien m'avait montrées. Des cheveux gris aux tempes. Le même visage large et stable d'un homme qui avait traversé quelque chose et s'en était sorti. Il m'a regardé pendant une longue seconde. Puis il s'est avancé et a mis ses 2 bras autour de moi et je l'ai laissé faire. Parce que quoi qu'il pensait serrer dans ses bras, le geste avait 30 ans de retard et il appartenait à mon frère quoi qu'il en soit. Mon vieux, a dit Marc contre mon épaule. Mon vieux, tu m'as manqué. Je sais, j'ai réussi à dire. Moi aussi. Sylvie est descendue à 12h15 et s'est arrêtée sur la dernière marche. Elle a regardé la cuisine, Gégé, Manon, Marc Lefebvre, la nourriture que j'avais préparée, la chaleur générale et habitée d'une maison qui avait été silencieuse si longtemps qu'elle avait apparemment oublié ce que signifiait être pleine. Son visage est passé par 4 expressions. Puis elle s'est redressée, est entrée dans la cuisine le menton levé. Marc. Platement. Je ne savais pas que tu venais. Damien m'a invité, a dit Marc avec l'amabilité spécifique d'un homme qui ne doit d'explication à personne dans cette pièce. Ravi de te voir, Sylvie. Elle m'a regardé. J'ai soutenu son regard. Calme. À l'aise. Installée dans cette cuisine d'une manière dont je pouvais voir qu'elle enregistrait que ce n'était pas tout à fait normal sans être tout à fait faux, ce qui la faisait se sentir lentement et silencieusement comme si c'était elle qui était entrée dans la mauvaise maison. Je suis content que tu sois là, je lui ai dit. Mange quelque chose. Odette est arrivée à 13h. Je n'avais pas invité Odette. Sylvie l'avait fait. Ce qui signifiait que Sylvie avait encore été au téléphone avec sa mère et avait décidé qu'elle avait besoin de renfort. Ce qui signifiait que Sylvie était plus déstabilisée que je ne l'avais réalisé. Odette Durand était une femme de 79 ans. Petite, droite. L'œil vif comme ces femmes qui ont passé beaucoup de temps à prêter attention aux choses qu'elles ne pouvaient pas changer. Elle a franchi la porte, a embrassé Sylvie sur la joue, a inspecté la pièce, et quand ses yeux se sont posés sur moi, ils ne m'ont plus quitté. Damien. Elle a tendu ses 2 mains. Je les ai prises. Je l'ai regardée. Quelque chose sur son visage faisait le même calcul que Thibaut avait fait lundi soir. Et elle était plus avancée dans le calcul. Odette. Content que tu aies pu venir. Ça a été une bonne semaine, j'ai dit. Elle a soutenu mon regard un instant de trop pour être à l'aise. Puis elle est entrée dans la cuisine. Je ne le savais pas encore, mais Odette Durand avait passé un coup de téléphone ce matin-là qui n'avait rien à voir avec Sylvie. L'après-midi s'est déroulé comme se déroulent les bons après-midi, avec du bruit, de la nourriture et des conversations qui se chevauchent. Marc et Gégé se sont trouvés immédiatement et se sont installés dans le va-et-vient facile de 2 hommes qui avaient tous 2 passé des années dans l'orbite de Damien sans jamais avoir été autorisés à se rencontrer. Thibaut est arrivé à 14h. Il est entré, a regardé autour de lui, a vu Marc Lefebvre et a dit « Est-ce que quelqu'un a vraiment invité ?» Puis il s'est repris et s'est assis sans rien dire d'autre. Il a juste observé la pièce avec la même attention silencieuse qu'il avait eue toute la semaine. Manon s'est assise à côté d'Odette à la table de la cuisine. Je les observais depuis le pas de la porte. Une conversation que je ne pouvais pas entendre à cause du bruit ambiant. Quelque chose qui passait entre elles, de bas, de prudent et de réel. Sylvie gérait la pièce comme elle gérait toujours les pièces. Se déplaçant. Dirigeant, repositionnant. Offrant des boissons que les gens n'avaient pas demandées. Orientant les conversations. La performance était fluide. Elle l'était toujours. Mais la pièce ne répondait pas comme les pièces lui répondaient habituellement. Parce que la pièce n'était pas organisée pour s'adapter à Sylvie Durand. Elle était organisée autour d'un homme qu'elle pensait avoir totalement pris en main il y a 20 ans, faisant des choses qu'elle avait étouffées si complètement que les gens qui se souvenaient de lui en train de les faire avaient cessé d'espérer le revoir un jour. À 15h15, j'ai levé mon verre. À Damien, j'ai dit. La pièce est devenue silencieuse. Où qu'il soit en ce moment, et je sais exactement où c'est, celui-là est pour toi. Les gens ont levé leur verre. Même Sylvie a levé le sien légèrement avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait définir. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Damien. De Lyon. De ma maison où Pascal l'avait forcé à faire 3 vrais repas par jour, à dormir 8 heures et apparemment aussi à regarder de vieux matchs de tennis et à pleurer une fois de manière productive à propos de la promotion à Nantes.
Je peux les entendre d'ici. Vas-y frérot. J'ai mis le téléphone dans ma poche. J'ai levé les yeux. Odette m'observait depuis l'autre bout de la pièce. Pas suspecte, exactement. Quelque chose qui ressemblait plus à de la reconnaissance. L'expression d'une femme qui a déjà vu ce visage et qui décide tranquillement quoi faire de l'information. Elle a posé son verre, s'est levée et s'est avancée vers moi avec l'assurance délibérée d'une femme de 79 ans qui a décidé qu'elle en avait fini d'attendre. Marche avec moi, a-t-elle dit. Nous nous sommes tenus sur la terrasse de Damien, l'après-midi de septembre se rafraîchissant autour de nous. Le quartier devenant calme de la façon dont il devient calme les samedis. Juste assez de son pour se sentir habité. Odette a regardé le jardin. Tu n'es pas Damien, a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu. Tu es Benoît. Je l'ai su dès que tu as pris mes mains à la porte. Elle a fait une pause. Damien m'embrasse toujours. Il ne prend pas les mains. Tu as pris mes mains parce que tu ne savais pas. Je me suis appuyé contre la rampe de la terrasse. La poignée de main, un détail de plus que j'avais raté. Est-ce que vous allez dire quelque chose, j'ai demandé. Elle est restée silencieuse un moment. Puis, mon mari a dirigé la même maison pendant 41 ans. Les mêmes méthodes. Un nom différent. Sa voix avait perdu tout ce qu'elle avait de prudent. Ce qu'il y avait en dessous était juste vieux, vrai et fatigué. J'ai regardé Sylvie apprendre cela. Je pensais qu'elle se protégeait, qu'elle apprenait à être forte. Je n'ai pas compris ce qu'elle apprenait jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Benoît, elle l'a appris de moi, a-t-elle dit, platement, sans drame. Juste un fait posé sur une table. Je lui ai appris en lui montrant que c'est ainsi que l'on garde quelqu'un. C'est ainsi que l'on s'assure qu'il ne partira pas. Une pause. J'ai perdu mon mari il y a 12 ans, il était dans cette maison avec moi pendant 41 ans et je ne sais pas s'il a jamais été heureux. Je ne me suis jamais autorisé à poser cette question directement jusqu'à maintenant, debout ici, à regarder ma fille faire la même chose à la maison de ton frère. Le jardin était calme. Elle l'aime, j'ai dit, parce que je croyais que c'était vrai, de la manière qu'elle connaît. Je sais qu'elle l'aime. La voix d'Odette était stable mais quelque chose s'y effilochait sur les bords. C'est le pire. Moi aussi. J'ai regardé cette femme de 79 ans sur la terrasse de son gendre, portant 30 ans d'un schéma qu'elle avait transmis sans le vouloir, et j'ai ressenti quelque chose qui n'était pas de la satisfaction ni de la justification. C'était quelque chose de plus lourd et de plus honnête que ces deux choses-là. Est-ce que vous allez lui parler ? J'ai demandé. Odette s'est tournée pour me regarder. Le frère de Damien, l'homme qui avait traversé la moitié du pays et endossé la vie de son frère pendant une semaine parce qu'un appel d'un parking à 2 heures du matin avait enfin rendu impossible le fait de ne rien faire. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui, a-t-elle dit. À 16h30, la berline grise de Damien s'est engagée dans l'allée. Pascal le conduisait. Elle est entrée la première, m'a lancé un regard qui disait « Je sais tout et je te ferai un rapport plus tard », et est allée se présenter à Marc Lefebvre. Damien est entré dans sa cuisine. Même visage, même taille, même 58 ans de génétique partagés dans la même pièce pour la première fois en 10 jours. Il a regardé autour de lui, Marc, Gégé, Thibaut qui s'est levé immédiatement de sa chaise, Manon qui a laissé échapper un son qu'elle a vite couvert de sa main, sa maison, sa cuisine, pleine. Puis il m'a regardé et je me suis écarté parce que le but de ces 10 jours, chaque nom, chaque matinée stable, chaque conversation, chaque tasse de café tenue correctement, était celui-ci, m'effacer, rendre à mon frère la place dont il avait été lentement expulsé. Damien s'est approché de la table de la cuisine, s'est assis. Thibaut s'est assis en face de lui. Manon a posé sa main sur celle de son père. Sylvie se tenait au bord de la cuisine, observant. La posture de gestion avait disparu. Ce qui l'avait remplacé était quelque chose de plus compliqué, quelque chose qui s'était desserré toute la semaine et qui s'était enfin, à ce moment précis, complètement défait. Elle a regardé son mari et son mari l'a regardé en retour et quoi qu'il soit passé entre eux dans ce regard, cela leur appartenait et je n'avais pas besoin d'en être le témoin. Je suis passé devant elle pour aller sur la terrasse. Odette était déjà là. Elle va me parler, a dit Odette, sans se retourner. Ce soir, après le départ de tout le monde. Comment le savez-vous ? Parce qu'elle m'a appelé jeudi en pleurant,
disant que Damien était différent et qu'elle ne savait pas comment l'atteindre. Une pause. Et je lui ai dit que si la seule façon que tu connais de retenir quelqu'un est de le mettre dans une boîte et que la boîte cesse de fonctionner, tu dois apprendre à simplement le tenir. Et elle m'a demandé comment. Odette est restée silencieuse un instant. Je lui ai dit que je lui montrerais, ce soir. Je me suis tenu à côté d'elle et nous avons regardé le jardin dans l'après-midi de septembre. Certaines leçons n'ont pas besoin d'un plaidoyer final. J'ai quitté Bordeaux le dimanche 14 septembre, j'ai repris la route à travers la France, je suis rentré à Lyon, j'ai retrouvé Pascal et notre maison et ma tasse de café que je tiens par l'anse parce que je l'ai toujours tenue par l'anse. Damien m'a appelé lundi soir, pas d'un parking, de sa cuisine. Je pouvais entendre la différence dans l'acoustique. Elle a accepté de voir un conseiller, a-t-il dit. Comment ça s'est passé? Benoît. Odette. Il s'est arrêté, a recommencé. Est-ce que tu savais pour son mari? Elle me l'a dit samedi. Elle a pleuré. Sylvie a pleuré. Je ne savais pas quoi faire de ça. Une pause. Je n'ai jamais vu Sylvie pleurer pour quelque chose qui n'était pas une stratégie. Qu'est-ce que tu as ressenti? Un long silence. Comme s'il y avait peut-être quelque chose là-dessous, a dit Damien doucement. Quelque chose que j'avais peut-être cessé de chercher il y a longtemps. Ouais, j'ai dit, peut-être. Le rendez-vous est mercredi, a-t-il dit. Première séance. Bien. Benoît. Le ton a changé. Quelque chose de plus prudent. Sylvie m'a demandé, elle m'a demandé ce matin très directement. Elle a dit, est-ce que c'était Benoît pendant tout ce temps? Et qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit oui. Une pause. Et elle est restée silencieuse un long moment, a dit Damien. Puis elle a dit, et je veux retenir ça parce que c'était la première chose qu'elle disait en 30 ans qui semblait venir de quelque part de réel. Elle a dit, c'est la seule personne qui m'ait jamais regardé dans les yeux en attendant une vraie réponse. Je suis resté songeur. C'est quelque chose, j'ai dit. Ouais, a dit Damien. Je le pense aussi. Marc Lefebvre a appelé Damien la même semaine. Ils ont parlé pendant 2 heures. Il y a maintenant un dîner mensuel prévu, le premier samedi, à Bordeaux. J'y suis allé 2 fois. Thibaut m'a dit le mois dernier que son père avait ri au dîner. Un vrai rire, sans défense, à propos de quelque chose que Marc avait dit. Et qu'il avait dû détourner le regard une seconde parce qu'il n'était pas prêt pour ça. C'est de cela dont je vais me souvenir, a dit Thibaut. Ouais, petit, moi aussi. Cette histoire nous plonge au cœur des dynamiques familiales complexes et de la force invisible des liens fraternels. Le geste de Benoît, bien que radical, souligne une vérité profonde, parfois, pour briser un cycle de contrôle et de silence, il faut une intervention extérieure capable de bousculer les habitudes sans agressivité mais avec une fermeté inébranlable. En France, comme ailleurs, le poids des traditions familiales et des non-dits peut étouffer les individus pendant des décennies. Ici, l'échange de place entre jumeaux sert de catalyseur pour une prise de conscience collective, non seulement pour Damien qui retrouve sa voix, mais aussi pour Sylvie qui doit affronter l'héritage émotionnel de sa propre mère. La fin de l'histoire suggère que la guérison est possible par la communication et la thérapie, marquant le début d'un nouveau chapitre pour toute la famille. Et vous, que pensez-vous de la méthode radicale utilisée